Salut les Gones, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de la saison 3 des Gonecast. Évidemment, comme tous les lundis soirs à 20h, on va débriefer tous ensemble le dernier match de l'Olympique Lyonnais. Cette fois-ci, c'était contre Angers. Une belle victoire à l'extérieur, un match très serré. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de débriefer ces matchs-là, mais on se sacrifie comme tous les lundis soirs pour vous donner ça. Donc on va débriefer ce match. En même temps, on va revenir sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Évidemment, comme tout le temps, comme à chaque fois, je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller follow Inside Gone sur Twitter, mais aussi bien sur Twitch. N'hésitez pas à réagir dans le chat. On va essayer de vous faire participer le plus possible au débat en lisant vos commentaires. Vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag, je vais y arriver, le hashtag Gonecast, comme d'habitude. On lit vos commentaires pour vous faire participer au débat. Le programme de ce soir, je vais vous le présenter tout de suite avant de vous présenter mes coéquipiers de cette soirée. Donc, comme je vous l'ai dit, on va débriefer ce dernier match entre le SCO d'Angers et l'OL 1-0 pour l'OL. On va évidemment faire une interview sur notre invité parce qu'il y aura des choses à dire. Il est prêt, nous on est prêts. Donc, il y aura des choses à dire. Vous allez devoir rester jusqu'à la deuxième d'émission au moins. Mais on va vous demander de rester aussi pour la troisième partie d'émission, puisqu'on va parler un peu centre de formation. On a l'invité parfait pour en parler. Donc, évidemment, on va parler de tous ces jeunes qui sont partis de l'OL en début de saison, qui sont partis de l'OL avant aussi. D'autres qui ont signé très récemment en pro à l'OL. On va en parler tous ensemble pour mettre toutes les choses au clair. Mes invités de ce soir, mon premier intervenant de cette soirée, c'est un expert OL, mais des fois, il fait des streams ou il pilote des avions. C'est Yaman. Salut Yaman. Salut Marlon, salut. J'apprécie énormément tes présentations différentes chaque semaine, ça fait plaisir. Il y a de l'inspi derrière. Ouais. Voilà, merci. Voilà, Merci. Yaman, c'est bien pour le rythme de l'émission. C'est aussi un expert OL, mais lui, il fait aussi des streams, mais sauf que lui, il coach des équipes de D4 écossaises. C'est Loïs. Salut Loïs. Ouais, c'est une vérité. Bonjour, bonsoir à tous. Le Euh, mec a tu bossé. crois que je regarde pas? Tu crois que je regarde pas tes streams? Ah non, Hein? mais le mec a bossé. Le mec est prêt. Loïs, véridique, je t'en ai pas parlé. Une fois à 6h du matin, je me suis réveillé pour aller au travail et tu étais en train de streamer encore. Et je voulais me connecter sur Twitch pour venir dans les commentaires. J'étais en train de regarder, je voulais me connecter pour mettre un commentaire. Je pensais que ça te ferait plaisir. Puis après, j'ai vu l'heure et je me suis dit que j'allais être en retard, donc je suis pas. Ouais, mais Voilà, c'est pas écoutez, une anecdote foufou, mais bon, non, on fait mais ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc. ça montre que le groupe vit bien dans Inside Guns. Ouais, tout le monde se supporte, tout le monde suit ce que fait les autres. C'est voilà, une belle équipe. Le groupe vit bien, le groupe vit bien. Et mon invité du soir, c'est un invité qu'on voulait avoir le début. On est très content qu'il soit là. Il est ancien journaliste chez l'équipe. Il couvrait l'Olympique Lyonnais, donc forcément vous le connaissez. C'est aussi l'auteur de ces fameux lives Instagram qui commençaient tard le soir. L'auteur de ces Bilal Bombes, comme Yaman les appelait à l'époque. C'est Bilal Ghazi. Bonsoir Bilal. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être parmi vous. Encore une fois, on pouvait pas entamer cette saison. Enfin, on pouvait pas terminer la saison sans être passé par toi. On était obligé de t'inviter à un moment ou à l'autre. C'est un plaisir en tout cas de répondre présent puisque je Bah, vous écoute, follow et que je suis votre travail avec attention et plaisir. eh ben, on est très honorés. Vraiment, on est très honorés que tu suives notre travail. On espère que ça te plaît. Et on espère aussi que ça plaît à tous ceux qui nous regardent, bien évidemment. On va plonger directement dans le vif du sujet, comme j'aime bien dire toutes les semaines. Angers-Lyon 0-1 pour l'OL, but de Kadewere à la 78e sur une belle passe quand même de Léo Dubois. Au niveau des stats, je vais vous les citer très rapidement, c'est pas très radiophonique, mais je vous avoue que on peut pas passer à côté parce que c'est assez fou. Alors il y a quand même 51% de possession pour Angers, pour 49 pour Lyon, logiquement. Alors ça a l'air assez serré comme ça, sauf que Angers a fait 19 frappes, 8 cadrées, et Lyon en a fait 5 pour 2 cadrées. Donc 2 frappes cadrées, et malgré ça, 1-0 pour l'OL. Prestation assez remplie, j'ai envie de dire, pour Anthony Lopez, qui a sauvé plusieurs balles. Euh, il y en a une qui est sauvée par Diomandé aussi, d'ailleurs, sur la ligne. Tout ça pour dire que c'était un match très très serré entre l'OL et Angers. L'OL qui avait du mal à
à rentrer dans cette surface angevine. Yaman, toi, bah, j'imagine que tu as vu le match, hein, tu rates aucun match, c'est pour ça qu'on t'appelle tous les lundis soirs. Euh, est-ce que tu as une analyse particulière à faire sur ce match, hors du fait que c'était pas magnifique à voir pour un fan de foot, quoi. Bah, déjà, je pense que tu as répondu à la question avec ta présentation du match. La C'était question un a vite match, répondu. voilà, c'est triste, hein, enfin, comment dire, le contenu est triste, le résultat est bon, dans le sens où on arrive enfin à avoir de la réussite, à marquer des points. Ça nous manque énormément en début de saison. Donc, on est toujours sur la lancée, bah, comment dire, depuis que Garcia a annoncé que notre saison commencera après le mercato, eh bien, on a, je pense, 13 points sur 15 ou un truc comme ça. Donc, on est toujours sur notre lancée, sur notre début de saison différé par rapport aux autres équipes de Ligue 1, comme l'a voulu Monsieur Garcia. Et donc, niveau réussite, ça va bien en ce moment. Tout le contraire de ce qu'était le début de saison. Après, on va pas pouvoir toujours compter sur des réussites comme ça, sur un Anthony Lopez en pleine forme, parce que voilà, on ne peut pas toujours compter sur des miracles ou des miracles d'arbitrage aussi. Ça, on y reviendra forcément. Pour gagner des matchs, on n'a pas du tout le droit de subir autant contre Angers. On n'a pas le droit d'être l'équipe dominée dans un match comme ça entre l'OL et Angers. Franchement, les stats que tu nous as donnés tout à l'heure, bah, on les a vécus en plus. Au-delà de l'aspect statistique, on les a vraiment vécus de nos propres yeux et c'était vraiment très, Ah très ouais. triste à voir. C'est pas notre OL, même si, bon, pour le moment, on va prendre les 3 points. On va se dire, c'est bon, on est à la deuxième place ou troisième place, je pense, du classement. Donc, on attend voir ce que vont porter les prochaines semaines, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Loïs, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites par Yaman sur ce match? Bah, non, il a bien résumé. Enfin, en 10 ans, on passe d'une équipe où ce genre de match, on arrivait confiant et on devait montrer qu'on était supérieur à ces équipes qui sont plus faibles sans vouloir manquer de respect à Angers. Et là, tu arrives sur la pelouse d'Angers et tu lui joues limite avec la peur au ventre en te faisant bouffer et en proposant absolument rien. Enfin, moi, ce qui m'a affligé en première période, c'est quand on récupérait une balle, il y avait rien, il y avait pas un mouvement Mm. devant, il y avait rien qui était proposé et plusieurs fois, enfin, ce qui est pour moi un syndrome terrible de cette OL, c'est que plusieurs fois Marcelo, il relance, il remonte la balle, il y a rien qui lui est proposé, il s'arrête, demi-tour, passe derrière et il l'a fait 4 5 fois et il le fait trop souvent et c'est pas normal parce que tu vois un défenseur qui veut relancer, qui veut proposer quelque chose et tu te dis: «Bon, bah, ça va essayer peut-être de faire des courses, des machins» et tu vois, tu as 4-5 joueurs qui restent plantés là où ils sont et qui proposent rien, qui attendent juste la balle là où ils sont et tu te demandes ce qu'ils bossent, en fait. Tu te demandes s'il y a quelque chose qui est travaillé pour essayer de bouger ça, si et c'est ce qui est frustrant. La première mi-temps, c'est un enfer, c'est un cauchemar et on gagne. Là, on gagne, on a de la chance, mais comme disait Yaman, on pourra pas en profiter toutes les semaines de ce genre de scénario, hein. On a eu la chance un peu de notre côté, bon, tant mieux, mais c'est pas flagrant, hein. Ah, c'est vrai que quand on a vu le match et quand on regarde les stats après, on se dit: «Mais comment l'OL a réussi à gagner ce match?» Surtout il y a une chose qui me frappe un peu, c'est la titularisation de Ryan Cherki. Alors, je dis pas que je suis pas content, hein, je suis toujours content de le voir sur un terrain, Ryan Cherki. C'est juste que j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il est titulaire maintenant, alors que les derniers matchs, il jouait quasiment jamais. Il me semble que, sur le premier mois de l'OL en compétition, il avait joué quoi? Une demi heure, 15 minutes, je sais même plus. Enfin, il avait très peu joué. Bilal, toi, tu comprends un peu ce trio offensif Kadewere, même si c'est Cherki? Bah, il l'a expliqué à la fin de la rencontre, Rudy Garcia, c'est une façon de récompenser la qualité des entraînements de Ryan Cherki durant la trêve internationale, d'une part, et puis il ne faut pas se cacher, il y avait en parallèle aussi un vrai déficit de confiance de Moussa Dembélé, donc il y avait le choix qui se résumait à choisir entre Moussa et Ryan. Et il a été porté visiblement, je pense, et sur la qualité de l'entraînement d'un côté et sur le déficit de confiance de l'autre. Voilà. Non, pas, pas surpris qu'il ait pu être aligné hier. Peut-être surpris qu'il n'ait pas eu plus de temps de jeu peut-être lors du mois d'octobre, notamment on se souvient de la victoire large contre Monaco, où justement il aurait pu préserver le rythme de compétition
du jeune attaquant au regard du scénario du match. Maintenant, c'est bien aussi, ça prouve qu'il y a aussi un peu de concurrence et que les cartes peuvent être redistribuées. Et je pense que c'était quelque chose qui était attendu. C'est vrai que ça tourne pas mal, aussi bien au milieu qu'en attaque. Est-ce que toi, Bilal, tu es pour un retour en force, on va dire, de Moussa Dembélé en pointe de cette attaque? Aujourd'hui, la question de Moussa, elle se heurte à plusieurs problématiques, hein. La première, faut être pragmatique, c'est au niveau du rendu, et c'est sûr qu'il est très loin des statistiques qui étaient les siennes lors des saisons précédentes. Maintenant, des périodes sans réussite, il en a connu. Il a toujours fallu un déclic pour qu'il puisse enchaîner derrière. Là, c'est un peu plus compliqué. Hier, j'ai trouvé son entrée quand même positive, puisque il y a 2 frappes cadrées. La première, c'est lui. La seconde, qui est celle du but, il enclenche l'action. Donc, ce qui veut aussi dire que peut-être que le fait d'être piqué, de se retrouver dans la hiérarchie, relégué comme c'est l'attaquant numéro 5, ça a pu avoir des vertus. Maintenant, c'est sur la longueur. Maintenant, c'est sûr qu'en termes de confiance sur Moussa, il y a un vrai déficit de confiance, il y a des attitudes qui parfois n'ont pas trompé sur certains matchs. Mais hier, en tout cas, sur la réaction qu'il a offert, c'était plutôt positif. Et je pense que c'était d'ailleurs l'élément le plus positif de la prestation lyonnaise hier après-midi. Avec l'entrée aussi de Bruno Guimaraes, que j'ai trouvé, tout comme celle de Moussa, satisfaisante. C'était 2 joueurs qui étaient en déficit de confiance, en déficit de performance convaincante. Et hier, leur entrée a contribué à changer un peu le cours du match. Bah, justement, on parlait de Cherki tout à l'heure, tu parlais de Bruno Guimaraes qui est du coup rentré à la 60e, qui est donc sorti, enfin qui est rentré à la place de Paqueta, qui lui est sorti en même temps que Cherki et Melvin Bard. On va un peu parler de Melvin Bard. Est-ce que selon toi, Loïs, Melvin Bard est en train de perdre des points, sachant qu'il n'est pas beaucoup titularisé. Hier, il a eu la chance d'être titularisé en même temps quand on était suspendu. Et il n'a pas fait une prestation énorme, il est quand même sorti assez tôt dans le match. Ouais, c'est triste parce qu'il est réclamé par beaucoup de suiveurs de l'OL pour, qui le suivent depuis les catégories de jeunes et qui le louangent ses qualités. Là, sur ce match, il s'est pas mis en valeur. Il faut reconnaître qu'il n'a pas été, très, très bon quand on regarde, même si on regarde les stats purs, il est pas non plus à la ramasse. Mais sur ce qui a été dégagé, il y a deux trois trucs qui ont pas été. Après, des jeunes de l'OL qui ont une chance et qui se font placardiser, malheureusement, on l'a vu avant, c'est déjà arrivé, hein. Donc, est-ce que là, ça va se répéter? Je sais pas. Déjà, là, ils profitent d'un concours de circonstances pour jouer parce que Cornet n'était pas là, parce qu'on sait très bien que ça aurait été Maxwell Cornet qui allait avoir sa place, puisque c'est le titulaire aux yeux de Rudy Garcia. Heu, Après, ouais, ça fait chier, excusez-moi de la vulgarité, qu'il ait loupé son match parce qu'on veut tous qu'un jeune du cru réussisse à prendre sa place et à s'imposer. Là, ça s'est mal passé. Si jamais ça se répète dans un mois, on ne sait pas, parce que Cornet est blessé, Deschilio pas en forme, etc. Peut-être qu'il va sortir un très bon match et on dira, bon, bah, la première expérience lui a servi. Voilà, il faut pas le juger que sur ce match. Je pense que ça va être le prochain match qui sera important pour voir s'il a appris de ces minutes qu'il a engrangées et voir ce qu'il a pu gommer, ce qu'il va pouvoir en tirer comme leçon et en espérant que voilà, ses qualités soient un peu plus mises en avant. Après, oui, c'est dommage de ne pas l'avoir vu réussir un très grand match. Après, je pense qu'il faut aussi peut-être relativiser certaines choses, dans le sens où on ne parle pas de joueurs, que ce soit pour le cas de Melvin ou de Ryan, de joueurs qui ont été décevants dans un contexte euphorisant, loin de là. Je pense que jusqu'à même l'ensemble du match, hein, si ce n'est peut-être quelques séquences lors des 20 dernières minutes, c'était un match qui a été décevant dans l'ensemble. Et de pointer du doigt ces joueurs, alors forcément ils étaient attendus parce que c'est des jeunes du cru, on sait que Lyon, dès qu'il y a un jeune qui a du temps de jeu, forcément il y a une observation qui est assez importante. Mais j'ai trouvé l'évaluation particulièrement sévère. Euh, et surtout, à mon sens, peut-être le ressenti global assez contre-productif. Parce que si on part du principe que lorsqu'ils ont leur chance et qu'ils ne sont pas extraordinaires ou totalement convaincants, il y a un discours de remise en question et de remise en cause.
ça va pas forcément aider. Voilà, ils sont jeunes et je pense qu'aussi en termes de maturité, c'est pas évident d'avoir tout de suite la confiance nécessaire à exprimer pleinement leur football. Je pense que des matchs décevants des latéraux lyonnais, on en a vu pas mal cette saison. Hier, De Siglio est rentré à la place de Melvin Barr, et du coup, ça accentue l'évaluation, on va dire, un peu négative du match de Melvin. Mais s'il était rentré à la place de Léo Dubois, même si Léo Dubois était pas décisif derrière, est-ce qu'on aurait été offusqué? J'en suis pas convaincu. Même chose pour le match de Ryan, c'est-à-dire qu'on pointe ce match-là, même s'il était attendu forcément, mais il y a deux éléments qu'on peut remettre en perspective, c'est-à-dire si on fait une comparaison avec le match de Tino Kadewere, je pense pas qu'il y a énormément de contenu, loin s'en faut jusqu'à son but. Et globalement, l'intégralité du match de Memphis Depay, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans le contenu, je ne pense pas que le match de Memphis Depay était bien plus consistant que celui de Ryan Cherki. Donc ça a replacé dans un contexte, encore une fois, ce n'est pas une question de comparer pour pointer les uns plus que les autres, mais c'est aussi de replacer dans un contexte un peu plus général. Et il y a aussi une situation d'arbitrage qui, ici, elle avait été peut-être sifflée, c'est-à-dire un pressing de Ryan Cherki qui pousse Romain Thomas à la faute. Ça peut faire penalty, rouge, le match il peut se débloquer. Peut-être que Ryan Cherki ne sort pas à ce moment-là parce qu'il aurait été décisif. Donc il y a des éléments de jeu aussi qu'il faut prendre en considération. Et surtout, Ryan Cherki est attendu sur, je pense, l'application défensive. Et hier, dans les replis, il les a fait. Pour preuve, il a même été sanctionné d'un jaune un peu sévère. Et dans le pressing, il aurait pu aller chercher un penalty. Donc c'était des éléments de progression attendus. On sait que le dribble, l'élimination, la percussion, ce sont des choses sur lesquelles on attend encore plus parce que ce sont ses qualités premières et hier il n'a pas pu s'exprimer. Il y a des circonstances, le collectif, le terrain. Mais encore une fois, il ne faut pas être définitif, je pense, sur les jeunes et surtout quand je parle d'analyse un petit peu à écouter ces analyses-là, et c'est aussi peut-être mettre en exergue que c'est des finales pour eux. Non, ils sont en apprentissage, il y aura des matchs réussis. De la même manière que si ils avaient réussi leur match, il n'aurait pas fallu tout de suite les dresser au louange et dire que ce sont des titulaires indiscutables. Ça va dans les deux sens. Là, pour le coup, j'ai un discours comme celui-ci parce que il y a un jugement assez sévère que je peux entendre en partie, mais si ça avait été l'inverse, ça aurait été la même chose. Il faut garder une forme de mesure pour des joueurs qui sont encore en apprentissage. Après, si je peux me permettre de rebondir un peu sur ce que vient de dire Bilal. Je suis particulièrement d'accord avec ce que Bilal disait et surtout, il y a un truc à rajouter, c'est que le discours qu'on tient envers Melvin Barr et Ryan Cherki pour leur match raté dans un contexte où pratiquement toute l'équipe a raté son match, à part quelques exceptions, ce discours-là, si c'était par exemple Cornet ou si c'était Karl Toko Ekambi qui avait fait ce même match, on n'aurait absolument pas eu le même discours. Donc, on a l'impression que ces deux-là, ils ont été lancés et ils étaient totalement attendus au bazooka, pour reprendre l'expression de notre Raymond Domenech bien aimé. Donc voilà, on a vraiment l'impression qu'on attendait que cette contre-performance de leur part pour dire que bon, allez, voilà, ils méritent pas mieux que leur statut actuel de remplaçant, de second couteau ou voire pire. Moi, rien que l'idée en fait de voir qu'un spécialiste du poste comme Melvin Barr, il est concurrencé, et non seulement concurrencé, il est placardisé par Maxwell Cornet, qui est un attaquant de base et qui n'a que très très peu de qualité défensive. Moi, franchement, ça me choque. Ça me choque. Le fait déjà aussi, pour continuer, les dernières entrées en jeu de Melvin Barr ou ses dernières apparitions, elles étaient très très positives. Et à mon avis, c'est la première apparition négative de Melvin Barr depuis un bon moment. Encore une chose de plus, la performance de Melvin Barr, quand on regarde un peu ce qui s'est passé du côté de Léo Dubois, justement, il ne s'est rien passé de son côté, donc il n'a pas spécialement été sollicité pour des duels. C'est pas parce qu'il avait une grande réussite sur les duels ou quoi que Angers a évité de passer par son côté. Pas du tout, il n'a juste pas été très sollicité. Peut-être que c'était un plan tactique, peut-être que c'était, je sais pas, ils jouaient juste sur leur qualité, Angers à leur niveau, et ils essayaient de forcer à droite du côté de Melvin, et du coup il a eu beaucoup plus de pression que ce que Léo Dubois a pu avoir pendant ce match. Après, l'entrée des Siglio, je ne sais pas trop comment on le prononce correctement, donc excusez-moi. C'est vrai qu'il a directement, apporté plus d'assurance, il a apporté plus de verticalité, etc. Donc oui, c'était intéressant, c'était rassurant, mais voilà, franchement, le traitement réservé aux jeunes, que ce soit après leur bonne performance ou après leur mauvaise performance, je trouve ça dommage. Le truc, c'est que c'est amplifié, pardon Bilal, c'est que c'est amplifié. Il y a beaucoup de monde sur les
sur les réseaux sociaux qui amplifient évidemment, qui veulent voir les jeunes à tout prix. Et évidemment, les gens n'aiment pas quand il y a une sur-hype autour de certains joueurs et qui vont donc le faire au centuple quand ils sont pas bons et qu'ils vont pas les louper. En fait, c'est un engrenage vicieux. Les gens veulent des joueurs, donc les gens attendent des joueurs. Si les joueurs loupent ne serait-ce qu'un truc, ça part en contre, enfin, en contre-attaque directement en disant: «Vous avez vu vos joueurs que vous attendiez, ils sont nuls», et on le voit avec la «polémique» entre gros guillemets qu'il y a eu sur le fait qu'ils sont rentrés au vestiaire directement. On va en parler. Non mais tu le vois direct, enfin, apparemment Dembélé l'a fait sur les matchs d'avant, personne n'en a parlé, c'est juste ressorti, j'ai vu un tweet qui disait qu'il l'avait fait. Là, c'est Cherki et Barr qui le font. Il y a des articles dans le Progrès, c'est limite une honte, il devrait limite être banni si tu en crois certains. Non, mais tu vois à quel point ça peut prendre des proportions qui sont ridicules, alors qu'au final, comme l'a dit Bilal tout à l'heure sur Twitter, c'était une demande du staff qu'ils aillent directement à la douche et qui restent, voilà, qui restent au chaud, et cetera. Mais ça Aussi, prend ouais. des proportions parce qu'il y a, entre gros guillemets, il y a des clans qui veulent absolument les jeunes et donc forcément il y en a qui aiment pas du tout quand ça prend comme ça, etc. Et voilà, c'est effet boule de neige. Bilal, tu C'est confirmes ce qui a été moi, dit? voilà pour répondre en différents points. C'est parfaitement résumé par Loïs. Je pense que aujourd'hui, on se retrouve avec des joueurs au cœur de querelles 2.0 parce que effectivement, il y a un mouvement populaire lyonnais qui est attaché à l'image de l'OL forme ses jeunes, l'OL qui sort ses jeunes. Donc il y a une attente très forte. Parfois, exacerbé parfois, mais bon, voilà, on sait que ça fait partie de l'ADN du supporter lyonnais que de réclamer avoir des joueurs en quels ils s'identifient, des joueurs du cru, des joueurs nés dans la ville, des joueurs pour qui l'OL c'est la vie, c'est leur vie, c'est un pan entier de leur vie. Donc c'est des débats parfois très, très relevés, des prises de position aussi très relevées, et en contradiction. Plutôt que de prendre ça un petit peu comme du second degré, tu as des personnes, effectivement, qui ont de l'audimat et qui vont rentrer dans cette opposition-là, et ça crée des tensions qui placent ces jeunes dans des évaluations et des observations beaucoup plus pointues et parfois donc beaucoup plus sévères que ce qu'elles devraient être. Moi, je me rappelle, là on va revenir après sur la pseudo-polémique, mais avant le match, je vois un tweet de Raymond Domenech qui dit Cherki a parlé, maintenant à lui de prouver. Mais en fait, Cherki, il a parlé où? Il a parlé à qui? Il a parlé comment? Il n'a jamais parlé, Cherki. Donc, mais on sait que Raymond Domenech, il est rentré dans cette croisade contre, j'aime pas dire ce mot-là, mais voilà, en opposition aux grandes lignes des tweetos lyonnais. Donc il a inventé carrément l'interview de Cherki, et du coup on a une pression quand même sur ces jeunes ces jeunes se retrouvent qui n'ont rien demandé, se retrouvent au cœur de discussions. On le sait très bien, ils sont pas imperméables à ce qui se dit, et je pense que les conséquences elles sont pas mesurées. Alors forcément, sans faire injure aux tweetos, c'est pas à eux que je demande peut-être le plus de mesures, parce qu'ils sont, il y a la passion, on sait ce que c'est un supporter avec l'exagération, mais c'est aux acteurs de foot de prendre un peu plus de recul. Et quand je vois que Raymond Domenech, avec toute l'expérience qu'il a, qui invente des déclarations, je vois l'édito de Sidney Govou sur un non-événement, parce que effectivement, j'ai eu l'occasion de le vérifier. Les joueurs ont été envoyés à la douche par leur coach, enfin par leur staff du moins, qu'on voit très bien les images, et que si on veut voir les images, ils vont saluer le banc et qu'ils s'assoient d'abord avant de se relever, et surtout avec un peu de recul, parce qu'on est des acteurs du football. Quand je dis, voilà, je m'inclus au même rang que Raymond Domenech, qui est aujourd'hui consultant, ou que Sidney Govou, on voit que dans les déclarations d'après-match, Rudy Garcia a un discours quand même très positif à l'encontre de ces jeunes, qui les protège. Il est dans son rôle, et je pense qu'un entraîneur qui se serait vu subir l'affront de deux joueurs qui rentrent dans les vestiaires, il aurait tout sauf eu envie de dire tout le positif qu'il a pu dire sur les deux joueurs. Donc à un moment donné, ça manque de hauteur, de recul, et en place des joueurs face à des polémiques qui sont incongrues. Voilà, Oussem Aouar qui est rentré dans les vestiaires, même chose, ça demande du staff. Euh, et effectivement, la différence de traitement, et c'est pas pour pointer une nouvelle fois Moussa, il va croire que je lui en veux, mais Moussa Dembélé, c'était la frustration quand il est rentré dans le vestiaire après Saint-Etienne. Et je pense aussi qu'il le paye peut-être en partie sur hier en n'étant pas titulaire. Je pense que ça rentre dans les choix de critères de Rudy Garcia, quoi. C'est une supposition, mais pour le coup, on pourrait le comprendre. Mais ces acteurs-là, ils n'ont pas appuyé Moussa, non pas par connivence, mais parce que Moussa Dembélé ne fait pas partie des joueurs poussés par la Vox Populi lyonnaise. Et encore une fois, voilà, je trouve ça exacerbé. Ça place une pression inutile sur les joueurs. Et pour terminer, pour revenir un peu sur le sportif, tout en restant en relation avec les jeunes, moi je pense que Desilio, pour avoir suivi le football italien pendant plusieurs années
et avoir vu énormément de matchs de lui quand il était à Milan. Je pense qu'en termes de qualité pure, c'est le meilleur latéral aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais, et que c'est une bonne pioche que de l'avoir rapatrié, parce que de l'avis unanime, tout le monde estime que Malo Gusto n'est pas encore prêt pour enchaîner, pour être totalement lancé en Ligue 1. On va Mais en ce parler. serait injuste, par contre, qu'ils viennent accentuer la concurrence à gauche, même s'il peut jouer à gauche comme à droite. Aujourd'hui, il y a un latéral droit, Léo Dubois, qui pourrait être soumis. Voilà, après, on peut parler des caractéristiques de Maxwell Cornet. Maintenant, si Melvin Barr est dans une rotation avec deux joueurs, enfin, avec un autre joueur qui sont deux pour le poste de latéral gauche, il aura ses matchs. Il va disputer entrée ou titularisation, sa 20-25 matchs dans la saison. Ce sera très bien pour une année de progression. Maintenant, si De Siglio est venu juste renforcer le côté gauche et qu'ils sont trois pour se partager un poste avec une équipe qui joue pas de Coupe d'Europe et que Léo Dubois enchaîne à droite, ça sera un peu plus problématique. On va parler un peu plus du milieu cette fois-ci à l'OL. Euh, on va aussi parler de Kadewere. Kadewere qui est à 3 buts en 2 matchs. Il est plutôt sur une bonne forme, mais il n'y a pas que lui qui est sur une bonne forme. Il y a aussi Thiago Mendes qui revient petit à petit sur le devant de la scène et qui enchaîne les bonnes prestations à l'OL. Est-ce que en ces deux joueurs, selon toi, Bilal, on voit deux futurs titulaires indiscutables potentiels, vraiment deux joueurs qui vont revenir en force, enfin, un qui va venir en force et un qui va revenir en force dans cet effectif de l'OL, dans ce 11 de l'OL, et qui va rester vraiment sur chaque match à la longueur. Faut être pragmatique. Pour Tino Kadewere, il marque, il est décisif, il a mis un doublé dans le derby, il a marqué hier. C'est ce qu'on demande Il prouve sur le terrain. en priorité à un attaquant. Donc voilà, après dans le contenu, je pense qu'il y a encore une marge de progression, qu'il y a encore beaucoup de travail, mais il a cette capacité à répondre présent au bon moment et à enchaîner les actes décisifs. Donc à partir de là, il marque les points nécessaires à enchaîner les matchs. Sur Thiago Mendes, j'ai une analyse un peu plus nuancée. Pour moi, il fait des très bons matchs actuellement. C'est une satisfaction. Tout à l'heure, je parlais de satisfaction des joueurs qui sont rentrés en cours de match, mais et je pense qu'il fait partie peut-être de la principale satisfaction de ceux qui ont débuté. Est-ce que c'est rassurant? Pas forcément, parce que c'était un poste de sentinelle et c'était notamment pour essayer de préserver un équilibre de l'équipe. Maintenant, là où je veux me montrer un peu plus nuancé, c'est qu'il y a aussi eu des difficultés dans la construction, dans la sortie du ballon, dans les relais, et que, alors, dans les phases défensives, c'est très utile, bravo. Dans les phases offensives, il a une influence quand même très limitée, faut aussi le reconnaître. Et est-ce que parmi les milieux lyonnais, c'est le joueur qui a cette capacité, notamment dans les transitions offensives, à, à sublimer le jeu lyonnais? Je pense pas que ce soit celui qui a le plus de qualité quand on regarde un peu les autres milieux. Donc voilà, je suis vraiment un côté un peu plus nuancé sur Thiago Mendes, sans du tout lui enlever le mérite qu'il a à la perte du ballon. Et vu les difficultés collectives lyonnaises, c'était bien utile. Maintenant, si Lyon, parce que Yaman tout à l'heure le disait, veut retrouver un peu plus de superbe et de conviction dans l'expression de son jeu, ça passera peut-être par autre chose dans ce qu'il peut proposer actuellement Thiago Mendes dans l'utilisation du ballon. Il y a une question intéressante qu'il y a sur le chat de Maximus qui nous dit que Dubois n'est pas emballant, mais pourquoi Garcia et Deschamps le choisissent? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gros talents à ce poste. Yaman, moi, je vais te poser la question, mais j'ai l'impression que Dubois il est un peu victime de son succès, euh, tout simplement parce que bon, c'est que des suppositions, hein. Mais en équipe de France, il y a pas le nombre de joueurs, il n'y a pas assez de joueurs qui ont le niveau à ce poste. Donc forcément, j'ai l'impression que Dubois est un peu appelé par, euh, par défaut. Et j'ai l'impression aussi que à droite, à l'OL, c'est peut-être meilleur que Deschéglio. Et peut-être que Deschéglio ne satisfait pas l'entraînement. Toi, est-ce que tu as une analyse différente de la mienne déjà? Euh, Franchement, je sais pas, le poste de latéral droit, ça reste quand même assez compliqué, hein. Déjà, C'est clair. ce que disait Maximus sur le chat, qu'il y a vraiment très peu de talent à ce poste, ça c'est réel, c'est vérifiable. Je peux pas vraiment, je pense, nommer 10 gros latéral droit aujourd'hui dans le monde, donc c'est vraiment compliqué comme poste. Mais après, faut tenter de quand même de prendre le mieux de ce qui se fait. Donc, est-ce que Léo Dubois fait partie de ce gratin-là? Je ne sais pas. Après, c'est un bon mec de vestiaire, ça c'est sûr. C'est un mec sérieux, ça c'est sûr. Donc, il n'y a pas
Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et ça, par contre, ce sont des qualités qui peuvent manquer à beaucoup de gens, à beaucoup de joueurs. Mais et d'un autre côté, puisqu'on est aussi on est aussi un club de foot, on n'est pas qu'un petit bureau avec une équipe à gérer. Il y a d'autres qualités à aller chercher, mais franchement, est-ce que non, mais la question, elle est compliquée, hein. Donc là, on a Yanis dans le chat qui parle de Simakan, qui parle de On le salue. Merci à lui ouais, d'être là. on le salue Ah bien ben, sûr. Il y a plusieurs commentaires, Aguilar, Mukiele, etc. Donc oui, bon, ils sont intéressants, mais est-ce qu'ils ont des autres qualités que les coachs aiment chez ce joueur-là? Donc le fait, entre beaucoup de guillemets, le leadership, etc. Est-ce qu'il est présent? On sait que notre équipe, elle en manque cruellement. Donc si l'entraîneur estime qu'il en a, je vois pas comment il pourrait s'en passer. Après, Deschilio, à mon avis, il est vraiment là juste pour jouer en doublure au moins les premiers matchs, le temps de voir comment les uns et les autres vont agir et voir s'il pourra se faire un chemin vers la titularisation. Hier, il a marqué énormément de points. Et donc, à voir sur la durée. Franchement, je pense que le statut de Léo Dubois dans l'effectif, il est pratiquement intouchable, hein. J'ai cette impression-là. Mais ça, c'est parce que c'est l'OL qui ne consuit pas Garcia. Après, C'est De pas parce que c'est le Chilio, plus talentueux des latéraux, hein. Oui. après De Chilio, je pense que c'est surtout une question de fiabilité physique. C'est déjà ce qui un peu a été un frein pour lui en Italie. C'est un joueur qui se blesse, qui est pas, je vais pas dire fragile, mais voilà, qui est souvent sujet aux interruptions liées à sa santé, à des petits coups physiques. Maintenant, moi, je suis vraiment convaincu que en termes de latéral droit, en termes de qualité pure, il est quand même au-dessus d'Elliot Dubois, qu'il a plus de finesse technique, il a une culture tactique pour être dans la caricature très italienne et très rigoureuse. Et on pourrait, enfin, quand il joue les latéral gauche, on voit pas grandement la différence que lorsqu'il joue les latéral droit. Et je pense que ça, c'est pas donné à beaucoup de latéraux dans cette capacité à évoluer sur les deux flancs de l'attaque. Après, voilà, moi, encore une fois, effectivement, il y a un déficit de latéraux droits de très haute qualité en France, ça c'est indéniable. Et il a eu la chance peut-être de répondre présent au moment où il fallait répondre présent. Maintenant, est-ce que Léo Dubois est au-dessus de Ruben Aguilar, de Mukiele ou même, je vais dire, même si je suis pas fan de Bounassar, j'en suis pas totalement convaincu. Après, il a réussi à s'imposer dans un vestiaire qui en manquait un petit peu de leader. Il a réussi à s'inscrire comme une des voix qui s'exprime dans le vestiaire lyonnais. Bilal, on va revenir sur ce poste de latéral droit avant d'enchaîner sur ton interview. Il y a deux commentaires déjà. Alors, juste avant de lire les commentaires, vous pouvez déjà vous rendre sur le Twitter d'Inside Gone. Il y a un sondage qui a été lancé. La question qu'on vous pose, c'est Thiago Mendes et Tino Kadewere enchaînent les bonnes performances. Sont-ils devenus indiscutables pour vous à l'OL? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais lire? Je voulais lire deux commentaires. Il y en a un de Yanis LB que j'embrasse. Merci à toi d'être là. Qui dit que Deschiglio a l'air d'avoir un pied plus intéressant que celui de Dubois sur le peu qu'on a vu. Et il y a une question intéressante de la part de Scum91 qui a été posée, que je vais te poser, Bilal, et après on va enchaîner sur ton interview. Euh, Est-ce que Deschiglio a les jambes pour jouer 90 minutes? Tout simplement. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu compliqué de répondre par l'affirmatif parce qu'il n'a pas eu l'occasion encore d'enchaîner, qu'il a eu voilà, C'est quand même inquiétant. quelques petits soucis. Il a été malade, je ne sais pas si c'était le Covid ou une grippe, je ne me rappelle plus, il y a quelques semaines, qu'il avait reçu aussi un coup. Donc, est-ce il peut jouer 90 minutes, je ne sais pas. Maintenant, est-ce qu'il peut jouer 60 minutes et comme pour beaucoup de joueurs qui effectuent leur retour en compétition, est-ce qu'il peut avoir une rentrée, on va dire, graduelle? Je pense, moi, personnellement, sur la rentrée qu'il a faite notamment à Strasbourg, déjà, j'avais trouvé assez intéressant. Il avait notamment eu cette capacité à enrayer une action de 3-3 pour Strasbourg. Hier, j'ai trouvé aussi intéressant. Donc, il a quand même, en tout cas, les jambes pour apporter quelques garanties sur 30 minutes. À voir s'il peut le faire en débutant un match. Et je pense que les circonstances ne l'ont pas aidé. Les circonstances personnelles, évidemment. Mais j'ai bien envie de le voir débuter un match, et notamment au poste de latéral droit. Merci Bilal. Il y a déjà quelques réponses concernant le sondage qu'on vient de lancer sur Twitter. Alors déjà, il y a déjà 313 votes
qui ont été lancés. En combien de temps? En même pas en 7 minutes. Donc déjà, c'est énorme. Merci à vous euh, de répondre le plus possible. On a Paris Potter sur Twitter qui répond justement au sondage et qui dit incontestablement oui. Donc la question c'était est-ce que Kadewere et Thiago Mendes sont aujourd'hui des titulaires indiscutables? Lui répond incontestablement, pardon. Oui, le match d'hier de Mendes est très très fort, le seul à surnager en première mi-temps et Kadewere montre au fil des matchs qu'il est décisif. Ça fait très plaisir tout ça. Écoutez, nous, on va pas se poser la question plus parce qu'on est déjà en retard comme d'habitude. Hein. Voilà, c'est un peu ma petite habitude à moi d'être en retard, mais bon, au moins, on propose un contenu de qualité. En tout cas, je l'espère, on espère que ça vous plaît. On va tout de suite passer à l'interview et après l'interview, je donnerai les résultats du sondage. Bilal, je vais te poser une série de questions sur toi, sur l'OL, sur pas mal de choses. Il n'y a pas de questions pièges, tu réponds, Là, on est entre nous. Voilà, on nous regarde, certes, mais on est entre nous, tranquille. Tu peux te mettre vraiment, tu sais, dans le fond de ta chaise, les pieds tendus, les doigts de pied en éventail, tranquille. Voilà, il y a pas de questions pièges. Euh, alors, on connaît déjà un petit peu ton rapport avec l'OL, donc je ne vais pas te poser cette question comme j'avais posé à Margot Dumont la semaine dernière. Je vais juste te demander ton premier souvenir de l'OL déjà. Mon premier souvenir de LoL, alors c'était le premier match que j'ai pu avoir l'occasion de regarder. Premier match professionnel, j'avais 9 ans, 95. Et c'était un Lyon-PSG à Gerland, un 0-0. Et j'ai en tête une action qui m'avait marqué. C'était Pascal Olmeta qui avait fait une sortie au milieu de terrain sur Deli Valdés, l'attaquant du PSG, qui l'avait découpé, qui avait pris un rouge et qui était sorti avec tout le public qui faisait Ouah Olmeta, Ouah Olmeta. et lui qui célébrait avec le public sa sortie sur un rouge juste avant la mi-temps. Donc voilà, ça c'était mon premier souvenir, j'avais 9 ans et je me rappelle à l'époque, il n'y avait même pas de siège, c'était des bancs en bois en tribune. Ok, et bah écoute, j'espère que dans le chat on a l'image en tête. Euh, Deuxième question, quel est ton meilleur souvenir de l'OL? Depuis que tu regardes l'OL, le meilleur moment, ton moment préféré de l'OL. Alors spontanément, je voudrais en dire deux. Il y a le fameux Lyon-Marseille, là, le 5-5. Et avec une petite anecdote personnelle, j'étais arrivé en retard au stade. À l'époque, j'étais étudiant à Lyon. J'avais galéré à arriver au stade. Il y avait 2-1 quand je suis rentré au stade. Et je me suis dit, bon, j'ai tout raté, fait chier, voilà, machin. La soirée, elle est Ah, t'as raté gâchée. boulette, Pardon? la boulette de Yoris du coup. C'est ça, J'ai hein? raté, il me semble que c'est ça. J'ai plus les buts en tête, les 3 premiers, vu que j'étais pas. Bon, j'ai revu les images comme tout le monde, mais j'ai souvenir qu'il y avait 2-1 et que j'étais dégoûté. Puis finalement 5-5 et le souvenir, il en est totalement différent. Et puis l'autre souvenir, c'est en tant que reporter, c'est le Beşiktaş OL, le match retour, parce que tout était particulier autour de ce match. Euh, voilà, c'était Istanbul, déjà c'est une ville pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, c'est une ville que j'aime beaucoup. Beşiktaş, c'est un public de folie. Le match, le contexte du match aller qui avait rajouté une tension, mais il y avait tellement eu de messages pour dire comme quoi ça va être compliqué le retour là-bas, mais ce qu'il faut dire, ça avait été une ambiance très chaude, mais dans la limite de la correction et que c'était vraiment là, un public très marquant, la prestation avec beaucoup de tension, mais quand je dis tension, tension sportive, quoi, une vraie dramaturgie avec les tirs au but. Et non, c'était vraiment un match très particulier, un super souvenir, un super déplacement. C'est peut-être le meilleur déplacement que j'ai fait, tout club confondu. Je vais te poser une dernière question sur un peu l'histoire de l'OL. Hein. On embrasse Jérémy Morel s'il nous regarde euh, pour, euh, pour cette fameuse double confrontation contre le Beşiktaş. Euh, Quel est ton joueur préféré de l'OL dans toute l'histoire hein, depuis que tu regardes, le joueur qui t'a le plus séduit? On a souvent les mêmes réponses, on veut quand même avoir ton avis. Alors, moi, c'est particulier hein, parce que, bon, même si c'est un club que j'ai suivi durant de très longues années, je suis pas supporter de l'Olympique Lyonnais, mais alors les joueurs qui m'ont
Ah, il y en a beaucoup. J'ai de l'affect pour des joueurs que j'ai suivis, qui ont émergé puis qui sont devenus champions du monde, hein, j'ai envie de dire, hein, que ce soit Samu Mtiti, Coco D'accord. Tolisso ou Nabil. C'est cette génération-là. J'avais une histoire un peu particulière avec eux parce que c'est des joueurs avec lesquels j'avais une grosse relation de confiance, sur lesquels j'ai fait les premiers papiers. Et puis, avec l'équipe, j'avais l'occasion de suivre l'équipe de France en Russie en 2018. Donc, de la plaine des Jeux au titre de champion du monde, voilà, il y a un affect forcément. Voilà, c'est un peu ça qui me marque. Après, des joueurs qui m'ont marqué. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a un joueur qui me plaisait bien, c'était Alain Caveglia. Ça fera peut-être bizarre à certains, mais Ah, c'est- Margot Dumont nous a donné Caveglia, si je dis pas de bêtises, hein. voilà, ben, c'était les prémices semble de mon aussi. suivi du football et j'aimais bien Alain Caveglia. Ça, c'était un attaquant que j'appréciais. Eh ben écoute, on s'excuse auprès de Raouri dans le chat qui voulait que quelqu'un réponde enfin à Thiago. Bon, ce sera pas pour cette fois. Euh, Question suivante. Quel jeune de l'OL vois-tu faire la meilleure carrière? Donc un jeune actuel qui est encore à l'OL. Forcément, hein, je vais pas être très original, hein, en parlant de Ryan Cherki, parce que là aussi, il y a un affect qui est forcément fort. Et puis même, des Très bien. qualités qui parlent, même s'il n'y a pas d'affect, il y a des qualités qui parlent d'elles-mêmes. C'est un joueur voilà, pétri de talent, qui a encore un apprentissage et qui a tout le talent pour réaliser une grande carrière. C'était un plaisir de le voir évoluer jeune, c'est un plaisir de le voir aujourd'hui continuer à apprendre au très haut niveau. Et voilà, c'est une effervescence qu'on avait autour de joueurs comme Nabil, comme Hatem à l'époque, voilà, c'est des joueurs atypiques. C'est des joueurs, quand on suit le football, il y a beaucoup de joueurs qu'on découvre, il y a beaucoup de joueurs qu'on prend plaisir à regarder. Et puis, il y a des joueurs qui sortent un petit peu de la norme et il en fait partie. Il y a des questions qui viennent d'un peu partout, à la fois sur Twitter et dans le chat. Je vais en prendre une du chat. Encore une fois, c'est Maximus qui nous pose une question un peu piquante, on va dire. Il nous demande quel est le journaliste sportif qui lui semble au-dessus des autres, enfin qui te semble au-dessus des autres. Pour Bilal, quelles sont les références professionnelles? Donc il te pose une double question, on va dire. Là aussi, je vais pas être très original. Je vais répondre Vincent Duluc. Ça a été mon binôme pendant Très bien. plusieurs années. Ça a été un exemple. Ça a été voilà, dans l'écriture, je pense que y a pas, il est sans pareil en France. Et au-delà de ça, il y a une vraie aventure humaine avec Vincent. C'est quelqu'un, comme je me plais à dire, avec qui j'ai passé plus de temps qu'avec mes propres parents ces dernières années, avec beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages aux quatre coins de l'Europe ou du monde, que ce soit pour l'Olympique Lyonnais, pour suivre les matchs de l'Olympique Lyonnais ou pour suivre les matchs de l'équipe de France. Et surtout, on avait une relation assez complémentaire, puisque on était chacun sur des spécialités un peu différentes. Voilà, lui, c'était l'analyse, c'était l'écriture, c'était la prise d'auteur, et moi, j'étais un peu plus sur l'information pure. Donc, on se complétait bien, et humainement et professionnellement. Après, des références. Voilà, après moi je suis très. J'ai quelqu'un qui me transmet le sourire à chaque fois qu'il parle de football et à chaque fois qu'il commente le football, c'est Smaïl Bouabdella. Là aussi, Ouais. c'est un petit clin d'œil aux copains. Et puis voilà, après moi globalement, j'ai eu la chance, voilà, de connaître à l'équipe des journalistes qui avaient pour certains 20 ans de plus que moi, 15 ans, 20 ans, et qui m'ont apporté toute leur expérience. Et j'ai eu la chance d'être bien entouré, et ça, c'est quelque chose que je n'oublie pas. Ah, surtout Smaïl Bouabdallah, moi personnellement, hein, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je connais pas personnellement, mais enfin, ça se voit à travers l'écran que ça a l'air d'être un monsieur très sympa, très chaleureux. Et franchement, j'espère de tout cœur que sa nouvelle aventure à Téléfoot se passe très bien. Tu lui diras que le Goncast l'embrasse, hein. Je On lui est, on, transmettrai. on est avec. Ça marche. Merci beaucoup. Je vais te poser deux petites questions en rapport avec l'OL, toi qui es assez proche, enfin qui était ou qui est, je sais pas, qui est assez proche de l'OL. Du coup, tu es mieux informé que nous. Euh, Est-ce qu'il y a un dossier
autour d'un joueur qui pouvait arriver à l'OL. Très simplement, est un gros joueur qui aurait pu signer à l'OL et nous, on n'est pas au courant. Alors, de tête comme ça. Je te prends un peu de cours. Si tu veux, je te pose une question et Ouais, c'est comme ça que tu réfléchis et tu nous dis ça ouais, après. j'essaie d'y réfléchir, ouais. Mais là, Ok, comme ça en ok. tête, je pense pas que j'ai jamais eu l'occasion de me censurer, c'est-à-dire que j'ai toujours pu Ouais. dire même après coup les joueurs qui auraient pu signer un jour à l'Olympique Lyonnais. Donc, je pense pas qu'il y ait un secret de Il y en dossier. a pas, il y en a pas. Ouais, je pense pas. Franchement, c'est la plupart des joueurs. Après, des joueurs avec lesquels ça peut aller assez loin et c'est après coup qu'on sait que c'est assez loin que ça aurait pu aboutir. Par exemple, Nzonzi après la Coupe du Monde 2018, je savais qu'il y avait des contacts, mais je pensais pas que les discussions étaient allées aussi loin. C'est après coup qu'on l'apprend. Voilà, après, il y a des coulisses où parfois on nous envoie sur une piste A alors que c'est la piste B qui est un peu plus avancée et on apprend après coup que les discussions étaient beaucoup plus riches qu'on avait pu l'imaginer. Il y avait, c'est GNS Math 64 qui le dit dans le chat, il y avait Mamadou Sakho dans la liste, non? Il y avait Mamadou Sakho, il y a eu des discussions cet été, même si la priorité a toujours été Samuel Gigot, hein, c'est ce qu'on avait à l'époque où j'étais à l'équipe, Oui. toujours écrit. Et jusqu'au bout, ça a été la piste numéro 1 cadre renfort et que Sakho s'inscrivait comme une alternative qui a été étudiée avec sérieux parce qu'on sait que là, l'OL, il y a cette volonté parfois de faire des joueurs avec un certain nom et que le côté un peu, on va dire, expérience, leadership ou autre a pu intéresser les dirigeants lyonnais. Maintenant, je sais vraiment que la seule piste qui a fait l'unanimité d'un point de vue sportif, c'était clairement celle de Samuel Gigot, le défenseur central français du Spartak de Moscou. D'accord, ok. Du coup, seconde question sur un dossier sur l'OL que toi, tu es sûrement mieux renseigné que nous. Euh, qui est vraiment à l'origine de Rudy Garcia à l'OL? Parce que Olas nous dit que c'est Juni et t'en as plein d'autres qui disent que c'est Gérard Houllier. Nous, on est un peu perdus. On le doit à qui, ça? Alors, de manière très 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 certaine, et avec une petite anecdote en supplément, que Vas-y. justement j'ai appris récemment, euh, Rudy Garcia, c'est le choix à 100% de Juninho. Ça, c'est une certitude. Et sachant surtout qu'à la base, on nous a toujours présenté comme quoi il y avait un casting à 3, en disant qu'il y avait Jocelyn Gourvenec, Laurent Blanc et Rudy Garcia. J'ai appris que c'était faux, qu'à la base, il y avait un casting à 3. C'était un casting avec Laurent Blanc, Jocelyn Gourvenec et Gérald Batic, qui a été auditionné pour passer numéro 1 à ce moment-là. Attends, Bilal, excuse-moi. Donc Laurent Blanc n'a jamais fait d'entretien avec Colas, Non, ça a jamais été. si, j'ai dit, il y avait Ah, Laurent, il y avait Laurent, à la base, il y avait une liste de trois entraîneurs qui étaient Batic, d'accord. Gourvenec, Blanc, et que Rudy Garcia a été un quatrième homme qui arrivait sur la fin au moment où vous avez D'accord, oui, planifié. d'accord. Voilà, donc ils avaient planifié une shortlist de 3 qui est devenue 4. Mais à la base, c'était pas forcément écrit que Rudy Garcia fasse partie de la liste finale. À la base, la liste finale, c'était Batic, Blanc, Gourvenec, avec un avantage pour Laurent Blanc. Voilà. Et Rudy Garcia, voilà, c'est l'histoire qui est sortie. C'est l'histoire tout à fait vraie et juste. Il a bluffé un peu tout le monde lors de l'entretien et il a notamment beaucoup axé son discours auprès de Juninho en disant que ce serait un honneur pour lui d'être avec Juninho, etc. Et il avait bien compris que c'était Juninho qu'il fallait séduire. Maintenant, voilà, après, aujourd'hui, à court terme, il y a surtout un impératif, je pense, du résultat. Si l'OL finit sur le podium, vu qu'il fallait surtout des résultats pour partir sur un nouveau cycle, parce que, encore une fois, Juninho, même si moi-même j'ai pu être sévère lorsque j'étais journaliste, hein, il faut aussi donner du temps et qu'il faut construire un projet sur plusieurs années. Peut-être qu'il fallait une transition sur 2 ans et que si, voilà, la première année, forcément, le fait qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, ça reste décevant, c'est l'écriture finale, même s'il y a eu cette aventure en Ligue des Champions, cette finale de Coupe de la Ligue.
Donc c'est compliqué d'analyser pleinement la première saison. La seconde, on analysera à la fin, et on sait qu'il y a peu de chances qu'elle s'étire au-delà de cette saison, mais encore une fois, on ne sait jamais. Et il faudra à ce moment-là juger du résultat, et peut-être que ce sera une réussite de la part de Juninho. Encore une fois, le débat, mais il me semble même pas que ce soit Gérard Rouillet qui l'a inséré dans les cadres. Je sais pas trop comment il s'est retrouvé, mais encore une fois, là-bas, c'était même pas écrit qu'il puisse se retrouver dans la liste finale. Au moins, comme ça, c'est clair. Voilà. Encore deux, trois questions, et après, on enchaîne sur notre dernier sujet de notre émission. Moi, c'est une question que moi-même, j'ai rajoutée dans ce questionnaire. Évidemment, je meurs d'envie de savoir, est-ce que cet hiver, on aura droit à des nouvelles Bilal Bomb? Est-ce qu'il y aura des lives Instagram, comme à l'époque? Alors très sincèrement, je suis en pleine transition professionnelle. J'ai quitté donc l'équipe D'accord? il y a un peu plus d'un mois. A priori, je repartirai pas sur une aventure médiatique avec un média. D'accord. Ok. J'ai eu la chance de commencer très jeune. J'ai bossé pendant, voilà, j'en ai 34. J'ai commencé mes premiers CDD pige à l'âge de 18 ans. Donc ça a été 16 ans d'une vie bien remplie, dans 10 années à l'équipe. J'ai eu la chance de parcourir le monde, de faire 2 coupes du monde, de voir la France championne du monde, de voir l'Algérie championne d'Afrique. Voilà, c'était 2 choses qui me tenaient à cœur. J'ai vu Grenoble, mon club de cœur, le club de ma ville, monter en Ligue 1. J'ai même commencé avec ça lorsque j'ai eu mes premiers CDD. Donc je vais pas dire qu'on j'ai fait le tour, mais presque. Et aujourd'hui, là, je vais rester dans le milieu du foot, ça c'est une certitude. C'est encore un peu trop tôt pour un petit peu préjuger de la question qui peut m'être posée, de dire de quelle façon. Même si je finirai bien par D'accord. dévoiler mes cartes à un moment donné. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai eu plusieurs opportunités ces dernières semaines dans le milieu du football, dans celle de repartir sur un média, mais j'ai pas forcément aujourd'hui ça pour priorité. Maintenant, ça me manque les interactions. Là, je prends beaucoup de plaisir à être avec vous. Donc, continuer à parler de football tout en gardant un certain équilibre dans ce que je pourrais dire, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Donc, pourquoi pas continuer à faire des lives, à parler de football, à être un peu plus dans l'analyse que l'information, parce que peut-être que mes prochaines prérogatives m'empêcheront d'être aussi discerte que j'ai pu l'être par le passé. D'accord. Ok. Bon, on te souhaite quand même de retomber sur tes pattes rapidement, hein, de trouver une voie qui te plaît, hein, bien sûr. Euh, Deux dernières questions, et après Merci. on enchaîne vite. Je t'en prie, hein, je t'en prie, avec plaisir. Euh, Où est-ce que tu vois l'OL dans 5 ans? Moi, dans 5 ans, je pense que l'OL finira par retrouver la superbe qui est la sienne, parce qu'il y a une chose qu'on peut juger actuellement avec tout ce qui se passe, le contexte sanitaire et autres. Il y a une force structurelle importante. Aujourd'hui, c'est le seul club en France avec Auxerre à être détenteur de son stade. Et ça, même si, bon, aujourd'hui, il n'y a pas l'occasion de remplir les recettes billetterie, malheureusement, pour l'OL, je pense qu'il y a une force structurelle très importante, peut-être la plus importante en France, qui permet à l'OL d'avoir une solidité beaucoup plus marquée, et qui sera forcément un atout dans ce qui va se passer lors des prochains mois, prochaines années, puisqu'il y aura forcément des conséquences avec tout ce qu'on est en train de vivre, que ce soit la crise sanitaire, la crise des droits télé en France, qu'il ne faut pas occulter. Et je pense que voilà, le plus important, c'est de donner un temps pour reconstruire un projet. Je pense que, encore une fois, au-delà de la critique qu'on peut émettre à l'encontre des dirigeants, de Juninho et autres, je pense pas qu'il fallait attendre de Juninho de tout révolutionner en l'espace de 6 mois. Je pense qu'il faut l'attendre, lui donner 3, 4 ans, qu'il arrive Bien avec sûr. un effectif déjà construit, avec des structures sportives déjà construites, et que pour pouvoir mettre un peu son empreinte sur le projet OL, il faut du temps, il faut régénérer, que ce soit au niveau des joueurs, peut-être au niveau du staff, à voir, hein, mais je parle un petit peu comme ça de manière hypothétique, mais enfin, du moins, je me place sous le rang de la supposition. Mais je pense qu'il y a tout à Lyon, mais vraiment tout, pour retrouver la superbe d'antan. Alors,
Forcément, il y a un creuset entre le football français en termes de moyens et le football d'autres pays. Avec l'Angleterre, ça va être compliqué de rivaliser avec les clubs anglais sur le long terme, avec les grands espagnols ou autres, mais l'OL l'a prouvé sur certains matchs, déjà en étant dans une phase un petit peu transitionnelle, qui pouvait être l'auteur d'exploits, donc demain de faire de l'exploit la norme, pourquoi pas. Et en tout cas, je pense que sur ce qu'on peut voir ces dernières années en termes de gouvernance du football français, ça reste quand même l'un des clubs les plus cohérents dans la ligne générale. Après, évidemment, j'entends que parfois il y a des critiques sur la ligne sportive, qu'il y a des désaccords, qu'il y a une volonté de révolution ou de changement de fonctionnement que je peux aussi entendre. Mais si on en est là, comme discussion, c'est plutôt positif. S'il n'y a pas d'autres discussions sur voilà, aujourd'hui, il y a des clubs où dans les supporters se posent la question, c'est quand est-ce qu'il va être racheté, vendu, est-ce que ça va passer à la DNCG, est-ce que le fair play financier ne va pas nous priver de Coupe d'Europe. Là, je pense qu'à l'OL, on est déjà sur un débat de philosophie de jeu et que le fait de mener que ce débat-là dans ces périodes de football cette période un petit peu compliquée pour le football français, je pense que c'est déjà positif et que maintenant, ce sera surtout une question de bonnes orientations sportives à prendre dans les prochains mois, prochaines années. Et voilà, encore une fois, je pense qu'il fallait du temps. Qu'il fallait du temps après la construction du stade. On sait l'impact financier que ça a pu avoir à court terme sur quelques années. Et maintenant que tout est en place, il faut laisser le temps maintenant à ceux qui sont les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire en l'occurrence Juninho et Vincent Ponceau, pour pouvoir mener à bien ce projet. Écoute, on espère aussi que l'OL ne sera pas dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui dans 5 ans, hein. On espère bien sûr que l'OL aura évolué. On va enchaîner sur notre dernière partie d'émission. Juste avant, une dernière question. Je te demande pas d'argumenter, tu réponds par oui ou par non. Est-ce qu'il y avait pénalty sur Neymar? La VAR l'a confirmé. Oui. Merci Bilal. On enchaîne sur J'ai cette le droit de poser dernière. une question à Bilal Ghazi et Marlène? Et vas-y Loïc, surtout qu'on t'a pas entendu depuis longtemps et je m'en excuse parce que J'ai je te jure monopolisé la vraiment. parole, je suis désolé. Hein. Non, Pardon. non, Non, tu rigoles. Mais c'est le but, hein. il n'y a Vas-y pas, Loïs, y vas-y. a pas de souci, l'invité à la primeur. Non, je voudrais savoir, comme tu l'as dit, tu as travaillé pendant pas mal de temps dans le journalisme et tu as côtoyé l'équipe. Est-ce qu'il y a des moments où tu as vu des actions de certaines personnes, où tu as entendu des mots de certaines personnes qui t'ont fait te dire: «Il faudrait peut-être que je change de métier» ou qui t'ont fait regretter d'être dans le journalisme? Est-ce que tu as vu des trucs comme ça? Parce que très souvent, on entend des fois des paroles de personnes qui ont été dans des grandes réactions, qui ont bossé dans le journalisme et qui ont entendu des vertes et des pas mûres justement sur ce sujet. Je te demande pas de citer de nom, je veux pas que tu te foutes dans la merde non plus, mais on n'est pas comme ça ici. Mais du coup, voilà, très souvent, il y a pas mal de gens qui regrettent des fois d'être dans le journalisme parce qu'ils voient des trucs qui sont vraiment pas très sains ou qu'ils entendent des trucs où ils se font: «Putain, c'est quand même chaud d'être avec ces personnes». Est-ce que ça t'est arrivé? Pas particulièrement, il y a eu des moments où ça a pu être difficile, des moments où forcément on se pose des questions, mais je pense que c'est propre à tout exercice professionnel. Moi, vraiment, hein, j'ai eu la chance, je le dis, d'avoir une carrière journalistique particulièrement remplie. J'ai eu la chance, voilà, comme j'ai dit, de couvrir des grands événements. J'ai été aussi, j'ai eu la chance d'exercer mon travail à l'étranger, d'être en Italie pendant 3 ans, d'avoir fait des rencontres privilégiées avec des grands joueurs de football, que ce soit à l'époque où j'étais en Italie, des Totti, des Inzaghi, des Buffon. J'ai eu la chance à Lyon, et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, de suivre les jeunes, l'évolution, d'accompagner des joueurs que j'ai connus. Parce que voilà, moi je suis un fan, pour la transition parfaite. Moi je suis quelqu'un qui bouffe le football de jeunes. J'ai eu la chance aussi d'avoir des relations avec des familles, des joueurs, des entourages, d'éléments qui sont devenus des grands footballeurs. Hein, et donc j'ai pu avoir des relations privilégiées en tant que journaliste, que ce soit les Lyonnais, que ce soit des joueurs comme Kylian Mbappé, que ce soit des joueurs comme Ousmane Dembélé. Et il y avait 7-8 joueurs que je connaissais depuis tout jeune qui ont été champions du monde. Et voilà, franchement, là, après, il y a des choses dans ce milieu en général qui parfois nous amènent à nous poser des questions. Comme je l'ai dit, on est parfois sur des débats beaucoup trop exacerbés, mais ça dépasse le journalisme en fait. Il y a des fois, je trouve que ça va trop loin dans la manière dont on peut vivre. Parfois, en tant que journaliste moi-même, j'ai peut-être pu, entre guillemets, participer à ce côté passion, avec la passion la frontière entre la passion et la folie, elle n'est pas bien loin. Et parfois, c'est parce que ce n'est que des mots, que des réseaux sociaux, on pense que ce n'est pas très grave. Il y a des choses qui ont pu parfois, des situations qui ont pu parfois me heurter. Moi, je le cache pas, je l'assume. Je suis ni pro ni anti Genesio, mais j'ai trouvé que parfois c'était allé un petit peu trop loin.
Je suis ni pro ni contre Valbuena. Bon, je suis peut-être un peu plus contre que pro, mais, mais là aussi, j'ai trouvé que c'était. C'est pas parce que c'est des personnages que j'apprécie pas forcément que je trouve que parfois le football avec la passion, comme elle a pu s'exporter de manière un peu anonyme sur les réseaux sociaux, elle a un peu exacerbé. Après, j'entends tous les discours. Franchement, j'entends toutes les critiques, qu'on ne puisse ne pas apprécier un entraîneur, un joueur. Voilà, moi, il n'y a aucun problème qu'on ne puisse pas apprécier un journaliste aussi, parce que parfois, je ne fais pas l'unanimité, et la manière dont j'ai pu exprimer mes opinions, peut-être n'ont pas plu à tout le monde, il n'y a aucun souci là-dessus, mais la manière dont on nous renvoie des ressentis négatifs, et ça, je pense que ça dépasse le métier de journaliste, c'est plutôt en tant qu'acteur du football en général, qu'on soit supporter, footballeur, journaliste ou autre, je trouve que ça prend parfois des contours assez négatifs, et ouais, j'ai pu être marqué par certaines périodes où je trouvais que ça bouffait. Et puis moi, en plus, je suis quelqu'un qui est j'aime bien l'interaction, j'aime bien discuter, j'aime bien parler, partager cette passion-là, et puis voir, enfin, on peut parler de football sans insulter, sans faire appel à l'insulte de nos aïeux, sans souhaiter le mal aux enfants de ceux qu'on n'apprécie pas en tant que footballeur ou coach, ou sans, comme j'ai pu le faire parfois, m'emporter avec des tweetos. C'est le seul truc qui m'a un petit peu, je pense, ces dernières années, parfois marqué. Je me suis dit, on est rentré quand même dans une parfois violence psychologique assez marquée, et qu'on le croit ou non, moi, pour avoir parlé avec certains acteurs du foot ou même leurs entourages, il ne faut pas sous-estimer la manière dont ils peuvent être marqués. Et j'entends après, moi j'ai eu aucun souci parfois à écouter les discours de personnes qui me disent voilà, peut-être que dans tes écrits, tu es tellement sévère que ça impacte nos familles, peut-être que j'ai été dur dans la forme, j'ai toujours assumé le fond, parce que le fond a toujours été écrit de manière honnête. Après, je peux, comme un footballeur qui rate un match, je peux rater une notation d'un match, je peux rater une analyse de match. Et j'entends, j'ai eu des discussions très honnêtes ces dernières années, par exemple avec, on prend l'exemple de Juninho, où je peux comprendre, parce que c'est aussi une personne qui est très sensible, que lorsqu'il est critiqué, que ça puisse l'impacter lui, sa famille. C'est des choses voilà, qui parfois me pesaient. Parce qu'on voit que nos mots, même si on exerçait les choses de manière honnête, on voit que ce qu'on peut écrire, ben, parce qu'on ne sait pas comment ça va être réceptionné par le grand public, comment ça peut être réorienté, comment la une, on fait un papier en étant, on va dire, voilà, j'avais pas la main sur les unes, donc on va avoir un papier un peu critique, et puis la une, elle peut être un petit peu très sévère, notre papier peut entraîner des débats qui vont créer, entre guillemets, des polémiques un petit peu, et voilà, c'est un métier où on sous-estime, je pense, l'impact psychologique sur les acteurs, sur ceux qui les entourent. Et alors que que le football, que les réseaux sociaux, à la base pour moi, c'est du bonheur parce que c'est du partage. Et ça, c'est parfois une tendance à travers des périodes, on va dire, de clivantes, parce qu'il n'y a pas de résultats ou parce qu'il y a des personnages qui ne plaisent pas. Ça a pu parfois me déplaire, ouais. Ok. Pour finir ce quiz, on me dit dans mon oreillette que Yaman a une dernière question. Oui. Alors, tu vois, c'est à l'image un peu de la question que t'as posée, Marlon. Est-ce qu'il y avait penalty sur Romain Thomas ou pas? Il y avait penalty sur Romain Thomas qui aurait. Oui, moi je pense qu'il y avait penalty, même si je trouve que les discussions autour d'Anthony Lopez sont parfois, on va dire, particulièrement sévères. Peut-être qu'il en est aussi en Ouais. partie responsable, aucun souci. Maintenant, ça fait partie des joueurs lyonnais pour lesquels j'ai beaucoup de respect d'un point de vue professionnel, parce que ça a toujours été quelqu'un de très respectueux dans ses obligations à l'égard des médias, et quelqu'un avec qui voilà, j'ai une très bonne relation humaine et professionnelle. Donc je trouve que parfois, quand on connaît le personnage, et ça fait partie aussi des personnes dans ce qu'il a pu vivre, j'enlève mes écouteurs parce qu'il n'y a plus de batterie, donc il faut que je charge. Vas-y, vas-y. Donc, parmi, parmi les. Vous m'entendez ou pas? Ouais, ça va, ça va. Nickel. Voilà, donc je disais qu'il y a parfois un impact, et je pense que lui, il a eu un impact aussi sur. Mais même si c'est remis aussi en question, hein, qu'il a pris sa part de responsabilité, parfois, voilà, c'est un peu exacerbé. Donc, hier, il dit qu'il est allé de manière, on va dire, un petit peu académique, dans le sens où on lui a appris à sortir avec le genou en avant, et c'est sûr que souvent les gardiens les voient sortir un genou en avant. Malgré tout, que ce soit intentionnel ou pas, le choc est quand même important. Donc je pense qu'au-delà du débat général, il y a penalty. Mais Romain Thomas oublie qu'il a failli aussi laisser une cheville en vrac, celle de Ryan Cherki. Et qu'à partir de là, je pense que quand je vois un peu le discours de Romain Thomas tout à l'heure sur RMC, je veux bien
qu'il blâme Anto, mais il peut aussi se remettre en question ou faire preuve d'un peu plus de retenue du fait que lui aussi, sur un excès d'engagement, où je pense que c'était pas intentionnel, un peu comme Milton à Montpellier, sur le même Cherki, je pense qu'il y avait penalty et qu'il y avait l'intégrité du joueur qui a aussi été menacée. Donc ça fait partie du football, c'est sanctionnable, mais au-delà de ça, c'est pas. On va... Après, je pense qu'il avait peut-être pas forcément eu intérêt à parler à RMC, Anthony, mais parce qu'on sait très bien comment il allait être attendu là-bas. Mais il a assumé, et en tout cas, penalty, mais pas de polémique comme celle qu'on peut lire depuis hier. Bah écoute, on va finir ce quiz là-dessus. Tu feras gaffe quand même, Bilal. Apparemment, on nous dit que Anthony Lopez est en train de se diriger vers chez toi. Écoute, je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais ferme bien la porte. On sait jamais. On va entamer ce dernier sujet avec énormément de retard, mais en même temps, c'était tellement passionnant, c'est qu'on on pouvait pas s'en passer, hein. Je me voyais pas te demander d'abréger. Vraiment, on était dedans, et y a pas que moi, apparemment, vu qu'on est 87 dans le live. Tout à l'heure, on était un peu plus que ça. Merci à vous d'être là. On espère que la petite interview sur Bilal Ghazi vous a plu. On va entamer notre dernière partie d'émission. On voulait parler un peu du centre de formation et des contrats pro qui ont été proposés, notamment à Malo Gusto, le jeune arrière droit de 17 ans formé à l'OL, ainsi qu'à Florent Da Silva, le milieu offensif de 17 ans également. Euh, Il y a eu pas mal de joueurs qui, malheureusement, n'ont pas pu continuer à l'OL. Je pense à Pierre Kaloulou qui est parti au Milan assez tôt dans ce mercato d'été, cet été. Euh, Il y a d'autres joueurs aussi qui sont partis, bon, un peu moins jeunes, mais Amine Gouiri, par exemple, qui est parti l'été dernier, qui est un crève-cœur pour Aïe, moi, aïe, comme aïe, pour aïe, aïe. Yaman, comme pour Loïs, comme pour les supporters de l'OL en général. Est-ce que, selon toi, Bilal, parce que tu es sûrement le mieux placé, hein, encore une fois, pour nous donner ton avis, et après je demanderai celle de mes coéquipiers, est-ce que, selon toi, Bilal, l'OL est en train de changer de méthode en faisant directement signer pro les jeunes de l'OL, et en leur faisant oublier un peu qu'il y a d'autres clubs qui sont en train de les regarder, et du coup on essaie de les pousser un peu vers l'équipe première, au moins vers le banc, et, euh, et du coup leur donner leur chance. Alors on t'entend plus, Bilal. Hop là, Ouais, c'est peut-être les écouteurs qui là marchent. c'est C'est bon, peut-être ça les marche. écouteurs qui marchent mal. C'est peut-être mes AirPods qui Je déconnent. crois. Ouais, pas de Non, souci. je disais quand même que ces dernières années, au final, et ça se confirme avec les signatures de Malo et de Flo, mais il y a quand même eu la signature de Ryan qui, je pense, d'un point de vue politique sportif, était marquante, parce qu'on se souvient qu'à l'époque, il avait des propositions sonnantes et trébuchantes du Real et de Manchester United. Je pense que le seul vrai regret que peut avoir l'OL, ça reste Pierre Kaloulou. Je parle vraiment des premiers contrats pro. Euh, et que c'est quand même particulier parce que c'était plus une logique, on va dire, sportive, hein, parce que pour lui, il n'aurait pas pu imaginer forcément que Tété et Raphaël allaient partir, parce que faut pas l'oublier, mais la capacité de bien vendre de l'OL, des joueurs qui sont pas forcément des joueurs, on va dire, particulièrement cotés, elle est assez neuve. Je pense qu'avant, ils avaient beaucoup de difficultés à sortir des joueurs comme l'étaient Raphaël et Tété, c'est-à-dire des joueurs de complément, des joueurs dans la rotation, des joueurs qui se battaient pour être titulaires. Donc il y a eu des interrogations sportives, mais on ne peut pas reprocher d'un point de vue contractuel à l'OL d'avoir fait les efforts, parce que ils se sont alignés sur la proposition de Milan. Ça était même légèrement supérieur de ce que j'avais eu comme information. Donc ils ont fait les efforts pour le conserver. Voilà, maintenant, aujourd'hui, par contre, je sais que c'est important pour l'OL qu'il y ait une représentation de l'équipe, du centre de formation un peu plus marquée encore au sein de l'effectif, même si hier, au coup d'envoi, c'était 4. Mais en tout cas, là, Melvin Barr est resté, même s'il s'est posé des questions. Maxence Cacré, qui avait débuté un peu l'été en sollicitant un éventuel prêt, finalement, il est resté, et il a le temps de jeu qu'il mérite, même si sur un ou deux matchs, peut-être on aurait pu le voir, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il manque de temps de jeu.
Donc à la finalité, je pense que les joueurs qu'il fallait conserver, l'OL les a quasiment tous conservés à l'exception de Pierre. Euh, Et je parle vraiment de premier contrat pro parce qu'effectivement, il y a le cas Bien sûr. d'Amine. Le cas d'Amine, voilà, que je peux comprendre aussi les supporters là-dessus. Ça, c'est une certitude, surtout au regard de l'entame de saison qui réalise du côté de Nice, qui est excellente. Évidemment, hein, on continue à suivre Amine Gouiri avec un petit pincement au cœur, hein, on n'a pas le choix. Euh, Qu'est-ce que je voulais... Oui, Loïs, est-ce que selon toi, alors c'est une question un peu compliquée, hein, prépare-toi comme d'habitude, hein, ça change pas. Est-ce que selon toi, Juninho a eu un impact dans ses signatures? Parce que c'est vrai que on a l'impression que cette méthode, bon, elle est toute neuve cette méthode, mais j'ai l'impression que bah, depuis qu'il est arrivé, euh, il a l'air d'être un peu responsable de tout ça. Est-ce que tu penses que lui, il avait ses cartes à jouer dans ces dossiers-là? Juninho à l'OL, ça représente quelque chose. Donc quand tu es un jeune joueur et que tu as Juninho qui vient te voir et qui te dit, qui t'annonce, voilà, j'ai envie que tu sois un jeune et de faire partir de l'histoire de l'OL, quand c'est Juninho qui te le dit, ça a forcément un impact. Donc je pense que ça a joué aussi sur la prolongation de certains jeunes. Et j'en parlais dans un Gonka, je sais plus lequel c'est, je suis désolé, mais Ouais, déjà, il y avait eu des discussions, je crois que c'est Cacré qui avait dit ça, et un autre jeune joueur qui disait, moi je veux m'imposer à l'OL, je veux jouer à l'OL, et pourquoi pas rester toute ma carrière à l'OL. Et c'est un discours qu'il n'y avait pas ces dernières années. Et le fait donc de voir voilà, des Cacré dire ça, tu vois donc les signatures de Gusto, de Da Silva, il y en a eu d'autres, je crois. David Barr, Mais il y a eu notamment. Melvin Barr, etc. Et Ryan Cherky qui est resté, etc., qui lui aussi veut s'imposer. Je pense qu'il y a eu quelque chose que Juninho a apporté, c'est vraiment cette idée de fierté lyonnaise et cette fierté de s'imposer à Lyon, qui s'était peut-être perdu entre la génération Tolisso et celle qui arrive. Il y a peut-être eu un moment un petit peu de battement, un petit peu de flou. Mais après, comment est-ce que les coachs vont réussir à incorporer tout ça? Parce que c'est toujours compliqué entre des jeunes qui veulent jouer, il y a des recrues qui viennent, c'est toujours compliqué. Il faut aussi se mettre à la place des coachs. C'est compliqué aussi de faire un effectif et essayer de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Voilà, moi j'aime bien ces discours des jeunes gamins qui veulent s'imposer à l'OL, qui veulent rester longtemps et faire leurs preuves. Moi je préfère ce discours plutôt que par exemple Kadewere qui dit il y a ne serait-ce qu'une heure et demie, bah voilà, moi je m'inspire de Memphis, je veux aller à l'OL et m'en servir limite comme club dortoir et partir dans un plus grand club. Moi ça m'emmerde que les joueurs aient ce discours, tu vois, pour prendre un opposé. Moi je préfère même si c'est du mensonge, je préfère qu'un joueur débarque et fasse je veux rester à l'OL, je veux imposer, je veux l'emmener le plus haut possible, je ferai tout pour l'OL. Même s'il veut se barrer dans sa tête, au moins le discours qu'il renvoie, tu as envie d'y croire, enfin, tu as envie d'être avec lui. Là, tu sais juste que Kadewere, bah, il va faire son truc et le mec est pas impliqué dans le sens où ben, dès qu'il va y avoir une offre d'un club qu'il considère comme plus intéressant, il va se tirer à la première occasion. Et c'est dommage, tu vois. Après, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, Loïs, Ouais, ouais. je pense pas que ce soit vraiment l'aura de Juninho qui joue un rôle, on va dire, prépondérant. Ça peut marquer l'esprit d'un joueur qui est lyonnais et qui a vu Juninho et qui connaît la trace de Juninho dans l'histoire du club. Je pense que c'est surtout le projet mis en place par Juninho, parce qu'aujourd'hui, si Juninho, s'il y a juste l'aura et que derrière, il n'y a pas de projet sportif, on va dire, qui peut les Mm. incorporer, l'aura, à un moment donné, les joueurs, ils sont quand même dans des constructions de carrière assez individuelles et ils vont pas seulement s'arrêter à l'aura de la personne qui va leur parler. Maintenant, je sais notamment pour un petit peu peut-être apporter quelques éclaircissements et compléter ce que tu viens de dire, c'est plutôt le fait par exemple d'avoir su à un moment stratégique des négociations, d'avoir su imposer un nombre de présences, on va dire, de Flo da Silva à l'entraînement ces dernières semaines, à un moment où la concurrence avec un grand club portugais était, on va dire, assez compliquée à négocier pour l'OL. Au moment où le joueur réfléchissait fortement entre le choix de l'OL et le choix d'un grand club portugais qui joue en bleu et blanc, pour pas le citer. Je pense que le fait que, voilà, que Juninho ait su imposer au staff, voilà, il faut que Flo da Silva puisse. Enfin, je sais que ce qui a fait basculer le dossier, c'est le fait que Juninho ait su imposer un nombre de présences, on va dire, déterminé de Flo à l'entraînement avec les pros durant la semaine. Je pense que c'est la même chose pour Malo Gusto, que il y a eu, on va dire, dans sa capacité de progression, un projet qui est assez légitime, qui est de dire, voilà, cette année, tu vas jouer avec la N2, tu vas faire quelques bancs en pro, mais tu vas t'entraîner avec les pros pour pouvoir passer un cap. Et tu le vois sur les matchs de N2, moi je vois une évolution sur ces matchs de N2. Et c'était des joueurs qui peut-être ont eu quelques petits coups d'arrêt dans leur progression, qui sont peut-être pas allés aussi vite qu'on le pensait dans la génération 2003. Parce que c'est des joueurs qui, à la base, il faut se souvenir, qui étaient à la même cadence de progression
que Ryan Cherki et qui à un moment donné ont peut-être pas su, enfin pas pu ou pas su, peu importe, aller aussi vite que lui. Da Et, Silva notamment. et voilà, Da Silva notamment, plus que peut-être que Malo, parce que Malo c'était peut-être plus les blessures qui l'ont freiné. Voilà, mais C'est c'est un des peu joueurs plus pour lesquels. linéaire pour Malo. Pardon? C'est un peu plus linéaire pour Malo, j'ai l'impression. Il était en Oui, c'est les U17, puis il a blessures qui monté, l'ont. et puis bon. Voilà, et puis il y a eu des blessures qui l'ont peut-être un petit peu en ralenti à un moment donné, mais voilà, en tout cas, c'est des joueurs sur lesquels l'OL, enfin, pour lesquels Juninho a su construire un projet et qui les a convaincus de signer leur premier contrat pro. Et je pense surtout pour Flo da Silva, parce que d'un point de vue, on va dire, symbolique, c'était important, parce qu'en plus de ça, ça aurait peut-être été un coup très dur à encaisser, même si on peut comprendre, voilà, avec beaucoup de respect pour Porto, hein, qui pour moi est un grand club européen, qui est un club qui a remporté plus de Ligue des Champions que tout le football français en cumulé. Mais ça aurait été compliqué pour l'OL de voir par exemple Flo da Silva, parce que bon, il y a peut-être d'autres clubs, mais je sais qu'à un moment donné, c'était le FC Porto qui était en pôle, de le voir partir là-bas, même si c'est son pays d'origine et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que stratégiquement, en tout cas, il y a des projets aujourd'hui qui sont présentés aux joueurs sur des progressions à moyen terme, même si, encore une fois, les joueurs seront là aussi attentifs à comment ça va évoluer la saison prochaine. Je pense qu'il sera impératif qu'il y ait une Coupe d'Europe, parce qu'on le voit cette année, et quand on voit le jugement, je pense que le jugement est exacerbé aussi sur, par exemple, sur les matchs de Melvin et de Ranier, parce qu'il n'y a qu'un match par semaine et que du coup, il y a une plus grosse attente sur ces matchs-là, et on sait que il y a moins de droits de ne pas de ne pas convaincre plutôt. Et donc voilà, il sera impératif qu'il y ait une Coupe d'Europe, mais s'il y a une Coupe d'Europe et qu'il y a 4-5 joueurs comme ça l'année prochaine, Cherki, Kakrebar, Malo et Da Silva à faire progresser, je pense que l'OL va retrouver. C'est pour ça que je dis qu'il fallait du temps, parce que c'est des joueurs qui sont amenés un jour, avant de partir, avant d'aller connaître peut-être d'autres aventures, même si certains vont peut-être faire toute leur carrière à Lyon. Mais il y a ils sont appelés un jour à être des joueurs majeurs de l'Olympique Lyonnais et que ça passe à travers des progressions, on va dire, cohérentes. Et aujourd'hui, en tout cas, l'OL veut se donner moyen de leur construire cette progression cohérente. Ce sera un peu plus compliqué cette année parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, parce qu'il y a des joueurs qui auraient dû partir et qui ne sont pas partis, Memphis ou Samawar. Mais en tout cas, dans l'idée, avec ce que l'OL veut construire, il y aura de la place pour ces jeunes-là. Et puis, j'ai envie de dire, il y a une génération, là on parle de 2003, mais il y a une génération de 2004 qui arrive derrière, qui est très 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 prometteuse, qui a beaucoup de qualité, que ce soit Mohamed El Arouche, Chaim El Djebali, que ce soit Yann Lochereau, ça c'est Riyad Talbi. Il y a 4-5 joueurs que je peux vous citer qui peuvent espérer signer un contrat pro à Lyon et éventuellement dans les années prochaines être les successeurs de Ryan Cherki, Maxence Cacré et autres Melvin Barr. Yaman, il y a quelques joueurs qui ont été cités par Bilal, qui ont aussi été cités dans le chat, pour finir, Oui. hein, parce qu'il va falloir clôturer cette émission. Est-ce que toi, il y a des noms qui n'ont pas encore signé pro, qui mériteraient de signer pro? Bah, à mon avis, de ce que je sais, franchement, je vais pas prétendre être expert de la génération 2004. J'ai peut-être un petit peu décroché les U17, les deux dernières saisons. Mais oui, les noms qui reviennent le plus souvent, El Arouche, etc., sont surtout ceux-là qui sont attendus. Après, on peut toujours avoir des surprises, des joueurs qui sont pas particulièrement attendus. Donc, on en a vu passer à l'OL, notamment, je sais pas, les Tolisso, etc., qu'on n'attend pas spécialement et qui d'un coup, voilà, ils arrivent à se démarquer, ils arrivent au très très haut niveau ouais, en profitant de leur qualité athlétique, du professionnalisme, etc. Donc, bon, j'ai peut-être pas les noms, mais il n'est pas impossible qu'on ait de belles surprises quand même. Déjà, je pense, on a un exemple, bon, c'est pas exactement le même contexte, mais quand on regarde un peu le cas de Diomandé, son ascension depuis la saison dernière et aujourd'hui sa place dans le groupe pro, franchement, moi, même si j'étais très très fan de Diomandé, que je le suivais en N2, en U19 et que je voyais qu'il était donc en Youth League notamment, et je voyais qu'il était très très intéressant avec beaucoup de qualité, mais je l'attendais pas à ce niveau-là à être aussi serein et à devenir international la saison d'après, quoi. Franchement, c'était une très très belle surprise et je pense que voilà, il peut y en avoir d'autres dans le même style, un peu dans le même esprit. Bah, écoutez, seul l'avenir nous le dira. On espère qu'il y a d'autres cracks du centre de formation qui réussiront à faire leur trou au sein de cet effectif lyonnais. En tout cas, j'imagine qu'ils ne sont pas dans le live. Félicitations à Gusto et à Da Silva d'avoir signé
chez les pros. Nous, quant à nous, on va se quitter là-dessus. On espère que cette émission vous a plu. Vous avez été beaucoup dans le chat à réagir, beaucoup à nous regarder, beaucoup à répondre aux, au sondage. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais divulgué les résultats de ce sondage, mais il me semble que c'était oui pour les supporters. Thiago Mendes et Kadewere sont des titulaires indiscutables, enfin en tout cas devraient être des titulaires indiscutables dans cette équipe. Merci à tous d'avoir réagi, merci à vous encore une fois. Euh, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour débriefer euh, le prochain match de Lyon qui sera contre Reims. Faites attention les supporters, le match était dimanche à 13h, donc mollo sur la grasse mat. Merci à Loïs et Yaman de m'avoir accompagné comme quasiment tous les lundis soirs pour une émission endiablée. Merci Marlon, un plaisir. Nickel, merci beaucoup. Merci C'est moi Bilal. qui vous remercie. Et merci à notre invité du soir, Bilal Ghazi, d'avoir participé à ce Goncast et d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir, hein, merci à vous. Hein. Vraiment, on a largement débordé, donc ça veut tout dire du plaisir que j'ai pris à être parmi vous. Et merci aussi à Hugo pour la technique, là, puisque je vois qu'il est parmi nous et qu'il ne peut pas parler. Ne Mais qui nous permet de parler. Ne t'inquiète pas, j'allais le remercier. En tout cas, merci encore, Bilal, d'avoir accepté. Encore une fois, on te souhaite le meilleur dans ta reconversion. Hein. On espère que tu vas vite retrouver quelque chose d'intéressant parce que tu nous manques. Hein. Même si on ne te voyait pas forcément beaucoup à l'équipe, on savait que tu étais là, tu nous offrais des likes, tu nous offrais des tweets et nous, Moi, je on serais. mangeait. Hein. Après, la reconversion, je l'ai trouvée, c'est juste que je ne peux pas encore officialiser, mais en tout cas, je reste proche, je reste au sein du football français et pas très loin de l'Olympique Lyonnais. Bah écoute, moi, en ce qui me concerne, je te follow sur Twitter. Si dans le chat, il y en a qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas, Bilal Ghazi sur Twitter, à aller le suivre. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant, aussi bien professionnellement que humainement. Je te remercie, c'est Euh, gentil. Quant à nous, on se retrouve, comme je l'ai dit, la semaine prochaine à 20h, comme d'habitude, avec un nouvel invité. Et d'ici là, à bientôt. Ciao, salut Egon. Salut. Ciao.